L'orage secouait les fenêtres de la grande villa toscane comme un monstre affamé, faisant trembler les vitres anciennes. Le petit Léo, 4 ans, était recroquevillé sous la lourde table en chêne de la cuisine, les mains pressées avec force contre ses oreilles, hurlant un cri silencieux qui brisait le cœur. Personne ne parvenait à le calmer, pas même son père qui tentait vainement de lui parler, jusqu'à ce que Sofia, la gouvernante de 60 ans, s'agenouille lentement à ses côtés. D'un mouvement fluide et presque magique, elle fit glisser un galet poli par la rivière sur le sol en terre cuite, juste devant les yeux terrorisés de l'enfant. Le souffle de Léo s'arrêta un instant. Ses yeux accrochèrent l'objet. Et comme par un miracle inexplicable, les hurlements cessèrent immédiatement, remplacés par une concentration hypnotique. Chers auditeurs, cette scène vous touche-t-elle le cœur? Abonnez-vous tout de suite à la chaîne et racontez-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous suivez cette histoire émouvante. Nous avons un grand rêve, atteindre les 1000 abonnés et il ne manque vraiment pas grand-chose. Aidez-nous à réaliser cet objectif avec votre abonnement. C'est un petit geste qui pour nous vaut de l'or. Sofia n'utilisait pas de mots inutiles dans ces moments-là. Elle savait que pour Léo, le langage humain n'était qu'un bruit confus, semblable au tonnerre qui grondait dehors parmi les oliviers. Avec des mains marquées par le travail, mais délicates, comme des ailes de papillon, elle posa un deuxième galet, puis un troisième, créant une ligne parfaitement droite. Léo, enchanté, allongea sa petite main tremblante pour ajuster l'angle millimétrique du dernier caillou. C'était un dialogue secret, une liturgie d'ordre dans le chaos de son monde sensoriel, que seule cette femme simple, avec son tablier amidonné et ses yeux profonds comme la terre de Sienne, parvenait à comprendre et à respecter profondément. Cette paix soudaine, cependant, était fragile comme du cristal, menacée par une ombre qui s'allongeait non pas à cause de l'orage extérieur, mais de l'intérieur de la maison même. Alessandro Moretti, le père, observait la scène depuis le seuil, soulagé, mais avec une pointe de honte dans la poitrine de ne pas avoir été celui qui avait accompli ce miracle de calme. Il ne savait pas encore que cette simple file de cailloux, si innocente, deviendrait bientôt le champ de bataille pour l'âme de son fils et pour le destin de sa famille entière, déclenchant des événements que personne n'aurait pu prévoir. Alessandro, 48 ans, était un architecte de renommée internationale, un homme habitué à plier l'espace et la lumière à sa volonté, créant des structures d'une logique impeccable. Voir son fils perdu dans ce monde impénétrable blessait son orgueil plus qu'il ne l'admettait à lui-même. Vêtu avec l'élégance décontractée de celui qui possède des millions, mais feint à la simplicité, il passa une main nerveuse dans ses cheveux gris, soupirant lourdement. Il aimait Léo. Dieu seul sait combien il l'aimait, mais il désirait désespérément qu'il soit normal, qu'il arrête d'aligner des objets obsessionnellement et commence à courir et parler comme le faisaient tous les autres enfants de son âge. Derrière lui, le cliquetis nerveux et rythmé de talons aiguilles sur le parquet annonça l'arrivée d'Isabella Gallo, sa nouvelle fiancée de 36 ans. Belle à couper le souffle, avec un visage qui semblait sculpté dans le marbre froid et parfait, Isabella regardait la scène sous la table avec un mélange mal dissimulé de dégoût et d'impatience. Pour elle, Léo n'était pas un enfant complexe à aimer, mais un défaut de fabrication, embarrassant, une tache indélébile sur le tableau idyllique de la famille parfaite qu'elle entendait construire en épousant le riche architecte et en prenant possession de ce domaine. Vraiment, Alessandro, encore avec ses pierres sales au milieu de la cuisine, siffla Isabella, la voix tranchante contrastant avec la douceur de la pluie qui battait sur les vitres. Elle croisa les bras, serrant le tissu coûteux de son chemisier en soie, comme si elle voulait se protéger d'une contagion. Sofia le gâte trop avec ses bêtises. Cet enfant a besoin d'une discipline de fer, pas de jouer avec des ordures ramassées dans le jardin. Si nous continuons à satisfaire ses manies obsessionnelles, il n'apprendra jamais à se comporter comme une personne civilisée. C'est gênant. Sofia ne leva même pas le regard vers la femme, continuant à passer les galets à Léo avec un rythme constant, protégeant cette bulle de sérénité qu'ils avaient créée ensemble. « Ce ne sont pas des ordures, mademoiselle Isabella », murmura-t-elle avec son accent toscan marqué, doux mais ferme, comme une racine ancienne qui ne se brise pas. Pour Léo, c'est sa façon de nous dire que tout va bien, que le monde a un sens. Lui enlever cela maintenant serait comme vous enlever la voix pendant que vous parlez. Elle sentait le regard brûlant d'Isabella sur sa nuque, un avertissement silencieux que sa présence dans cette maison ne tenait plus qu'à un fil très mince. Alessandro regarda sa future femme,
puis la gouvernante agenouillée, se sentant tiraillée violemment entre deux mondes opposés. La logique froide d'Isabella résonnait dangereusement avec sa peur, avec son désir égoïste de normalité et d'ordre social. « Peut-être qu'Isabella a raison, Sophia, » dit-il enfin, évitant de regarder le petit Léo dans les yeux pour ne pas se sentir coupable. « Nous ne pouvons pas lui permettre de s'isoler ainsi pour toujours avec ses jeux étranges. Nous devons le pousser à sortir de sa coquille, même si c'est difficile. » Il ne vit pas le petit Léo se raidir, ni le sourire triomphant qui plissa à peine les lèvres rouges d'Isabella. Isabella savait qu'elle avait gagné cette petite bataille, mais la guerre pour le contrôle de la maison venait à peine de commencer et elle comptait la gagner à tout prix. Tandis qu'elle caressait le bras d'Alessandro, feignant une inquiétude maternelle qu'elle ne ressentait absolument pas, son esprit calculateur planifiait déjà le prochain coup cruel. Elle savait que le lendemain, Alessandro partirait pour Florence pour une importante réunion d'affaires. Il resterait seul, elle, la vieille fouineuse, et cet enfant insupportable. Ce serait l'occasion parfaite pour redresser les choses, sans témoin gênant pour l'arrêter. Dehors, l'orage se calmait enfin, laissant place à un silence chargé d'humidité et de présages obscurs parmi les oliviers séculaires du domaine. Léo continuait à disposer ses pierres en une ligne infinie, ignorant que la protection de son père était sur le point de s'évanouir comme le brouillard au matin. La vraie tempête n'était pas celle qui avait plié les tournesols dans les champs, mais celle qui allait se déchaîner entre ces murs domestiques, une tempête faite de cruauté cachée et d'incompréhension qui allait tout changer. Si le début de cette histoire intense vous plaît, laissez un like et que Dieu vous bénisse, vous et vos familles. Dès que la luxueuse Maserati d'Alessandro disparut derrière le virage de l'allée de cyprès, ne laissant qu'un nuage de poussière dorée dans l'air, le masque de perfection d'Isabella tomba instantanément comme un morceau de vieux plâtre. Le sourire doux s'éteignit, remplacé par une expression de froide détermination qui glaça le sang dans les veines de Sophia. La femme se tourna vers le petit Léo qui arrangeait encore méticuleusement ses galets sur le sol et d'un mouvement brusque et cruel, elle donna un violent coup de pied dans la file ordonnée. Les pierres roulèrent bruyamment contre la plinthe, détruisant en une seconde la fragile sécurité que l'enfant avait mis des heures à construire avec tant de patience. Léo émit un gémissement étouffé, un son aigu de pure terreur, et porta ses mains à sa tête en commençant à se balancer frénétiquement d'avant en arrière. Sophia, qui débarrassait la table, laissa tomber un torchon et courut instinctivement vers l'enfant pour le protéger. Mais la voix d'Isabella l'arrêta comme un coup de fouet en plein visage. « Arrêtez-vous là, Sophia !» ordonna la femme, pointant sur elle un doigt manucuré de rouge sang. « Alessandro m'a laissé le commandement de cette maison et de l'éducation de son fils. Je ne permettrai pas qu'une domestique ignorante interfère avec mes méthodes. Retournez à la cuisine et n'osez pas sortir tant que je ne vous appelle pas. » Sophia serra les poings dans les poches de son tablier, sentant une vague d'indignation monter de son estomac jusqu'à sa gorge, mais elle savait qu'un faux pas à ce moment-là pourrait lui coûter sa place, la seule chose qui lui permettait de veiller sur Léo. Elle obéit à contre-cœur, se retirant dans l'ombre de la cuisine, mais laissa la porte entr'ouverte de quelques millimètres, se transformant en sentinelle silencieuse. Ce qu'Isabella ne savait pas, c'est que les murs de cette vieille maison avaient des oreilles partout, et Sophia était sur le point de découvrir un secret qui changerait à jamais la perception de cette femme apparemment impeccable. De son poste caché, Sophia observait avec une horreur croissante, tandis que la situation dégénérait rapidement dans le salon. Isabella n'essayait pas d'éduquer l'enfant. Elle le tourmentait systématiquement. Chaque fois que Léo essayait de récupérer un galet pour se calmer, elle le lui arrachait des mains, le forçant à la regarder dans les yeux. Une torture insupportable pour un enfant autiste. « Regarde-moi quand je te parle, arrête de faire l'imbécile !» hurlait-elle, sa voix stridente rebondissant sur les murs de pierre. Léo était désormais en hyperventilation, les larmes rayant son visage cramoisi, perdu dans un labyrinthe de panique sans issue. C'est alors qu'Isabella mit en œuvre la deuxième partie de son plan diabolique, sortant son portable de sa poche avec un calme glacial qui contrastait avec le chaos qu'elle avait créé. Elle composa le numéro d'Alessandro et dès qu'il répondit, sa voix changea miraculeusement, devenant tremblante et pleine d'un faux désespoir. « Chérie, tu dois m'aider. C'est Sophia !» mentit-elle effrontément, lançant un regard de mépris vers la cuisine.
Elle continue à s'immiscer, elle donne des bonbons à Léo pour qu'il arrête de pleurer et il est devenu ingérable. Elle monte l'enfant contre moi, Alessandro, je ne sais plus quoi faire. Quelques minutes plus tard, le téléphone fixe de la cuisine sonna. Un bruit strident qui fit sursauter la vieille gouvernante. C'était Alessandro. Sa voix, habituellement gentille, était dure et distante, empoisonnée par les mensonges de sa fiancée. « Sofia, je suis très déçu, » dit-il sans même lui laisser le temps de s'expliquer. « Isabella essaie de faire le bien pour mon fils. Je vous ordonne de rester dans votre chambre de service et de ne pas vous approcher de Léo jusqu'à mon retour. Si vous désobéissez encore, je serai contraint de vous licencier après 20 ans. Ai-je été clair ?» Sofia tenta de protester, de dire la vérité, mais la ligne coupa, la laissant seule avec le bourdonnement muet de l'injustice. Confinée dans sa chambre adjacente à la cuisine, Sofia se sentait comme un animal en cage, alors que les hurlements de Léo continuaient de pénétrer à travers les murs épais. Ce n'était plus des caprices, c'étaient des cris de secours d'une âme qui se noyait. Ne pouvant rester immobile, elle commença à marcher nerveusement et remarqua quelque chose d'étrange par la fenêtre donnant sur le patio. Isabella, croyant ne pas être vue, se servait un verre de vin plein à ras-bord, souriant en regardant l'enfant désespéré recroquevillé sur le tapis. Il y avait une cruauté dans ses gestes, une jouissance perverse qui allait au-delà de la simple sévérité. La nuit tomba sur la campagne toscane, apportant avec elle un silence lourd rompu seulement par les sanglots désormais épuisés de Léo. Sofia, désobéissant aux ordres directs du patron, décida qu'elle ne pouvait plus rester à regarder. Elle enleva ses chaussures pour ne pas faire de bruit et glissa dans le couloir sombre comme un fantôme, s'approchant de la porte du salon. Ce qu'elle entendit la glaça sur place. Isabella était au téléphone, non pas avec Alessandro, mais avec une amie, et le ton de sa voix était effrayant. « Ne t'inquiète pas, ma chère, encore quelques scènes de ce genre, et Alessandro sera obligé de l'envoyer dans un institut en Suisse. Je n'ai pas l'intention de jouer la nourrice pour un attardé pour le restant de ma vie. » La vérité frappa Sofia comme un coup de poing dans l'estomac. Il ne s'agissait pas de discipline, mais d'une stratégie calculée pour se débarrasser de l'enfant et avoir Alessandro et son patrimoine rien que pour elle. Mais alors qu'elle s'apprêtait à faire irruption dans la pièce, Isabella vit Léo tenter à nouveau d'atteindre ses pierres. La femme bondit sur ses pieds, furieuse, et saisit le bras de l'enfant avec une force brutale, le traînant plus loin. « Maintenant, ça suffit. Si tu ne comprends pas par la douceur, tu comprendras par la force, » hurla-t-elle, et le bruit d'une gifle claqua net dans l'air, suivi d'un silence de tombe encore plus effrayant que les cris. Le cœur de Sofia martelait sa poitrine si fort qu'elle craignait qu'il n'explose. Léo ne pleurait plus. Il était entré en état de choc, immobile comme une poupée de chiffon. Isabella, réalisant peut-être qu'elle avait exagéré et craignant que les marques ne restent visibles, décida de jouer sa carte finale. Elle reprit le téléphone et appela Alessandro, hurlant cette fois avec une frénésie qui semblait réelle. « Alessandro, reviens tout de suite. Il est devenu fou. Léo détruit tout, il m'a agressé. J'ai peur, je t'en prie, cours à la maison. » Cet appel fut l'étincelle qui alluma la mèche finale. À des kilomètres de là, Alessandro, pâle et tremblant, abandonna sa réunion au milieu d'une phrase, courant vers sa voiture, le cœur au bord des lèvres, convaincu que son fils était devenu un monstre. Alors qu'il conduisait comme un fou sur les virages serrés des collines du Chianti, il imaginait des scénarios apocalyptiques, ignorant que le vrai monstre l'attendait dans le salon de sa maison. Mais il ne savait pas non plus qu'à la maison, il y avait un ange gardien au tablier sale de farine, prêt à tout sacrifier par amour de la vérité. Dans le salon, la situation avait atteint le point de rupture. Isabella, se sentant désormais toute puissante et sûre qu'Alessandro arriverait pour emmener l'enfant, s'approcha de Léo qui gisait au sol, entouré de ses galets éparpillés. L'enfant tremblait, essayant faiblement d'en remettre un en file, une dernière tentative désespérée de trouver de l'ordre dans l'enfer. Isabella leva le pied, prête à envoyer valdinguer non seulement les pierres, mais la dignité même de cet enfant sans défense. Sofia, regardant par la fente de la porte, comprit qu'il n'y avait plus de temps pour la prudence ou la peur de perdre son travail. Avec une prière silencieuse sur les lèvres et la rage d'une lionne au cœur, Sofia ouvrit la porte à la volée. Peu importait ce qu'Alessandro lui dirait. Peu importait si elle finissait à la rue sans un sou. À ce moment-là, la seule chose qui comptait était cet enfant petit et seul contre un géant de méchanceté. Alors qu'Isabella armait son cou,
Sofia fit un pas en avant, sortant de l'ombre pour entrer dans la lumière, prête à intercepter le mal avant qu'il ne puisse toucher l'innocence. Le règlement de compte était arrivé et personne n'en sortirait indemne. La Maserati d'Alessandro dévora les derniers mètres de gravier de l'allée, mais au lieu de freiner brusquement devant l'entrée principale, l'architecte eut un instinct soudain, presque un sixième sens paternel se réveillant de sa torpeur. Il coupa le moteur à distance et laissa la voiture glisser silencieusement vers l'entrée de service, cachée par les jasmins. Son cœur battait dans sa poitrine comme un tambour de guerre, se préparant au chaos qu'Isabella lui avait décrit au téléphone. Il s'attendait à des cris, des verres brisés, un enfant en proie à une furie démoniaque. Au lieu de cela, lorsqu'il ouvrit la lourde porte en bois de la cuisine, il fut accueilli par un silence surréaliste, rompu seulement par le bourdonnement du réfrigérateur et par un sanglot étouffé venant du patio extérieur. Alessandro se déplaça comme un voleur dans sa propre maison, guidé par ses pleurs contenus qu'il ne reconnaissait que trop bien. Ce n'étaient pas les pleurs d'un enfant capricieux ou violent, mais ceux d'une créature blessée à mort dans son âme. Il traversa la cuisine dans la pénombre et s'arrêta sur le seuil de la porte vitrée donnant sur le jardin. La scène qui se dévoila devant ses yeux fut comme une gifle glacée en plein visage, effritant en un instant chaque mensonge qu'Isabella lui avait raconté ces derniers mois. Le monde qu'il croyait connaître vola en éclats, remplacé par une vérité crue et indéniable qui lui coupa le souffle. Léo était recroquevillé sur le carrelage froid du patio, petit et fragile comme un moineau tombé du nid. Il ne détruisait rien. Au contraire de ses petites mains tremblantes et le visage baigné de larmes, il essayait désespérément de remettre en file 4 cailloux gris, tentant de reconstruire son petit ordre dans un monde qui l'agressait. Au-dessus de lui, debout comme une statue de la vengeance, se tenait Isabella. Son visage, habituellement si composé, était un masque grotesque de haine pure. « Je t'ai dit d'arrêter avec ces ordures !» siffla-t-elle, la voix chargée d'un mépris qu'aucun enfant ne devrait jamais entendre. Avant qu'Alessandro ne puisse même bouger un muscle, il vit Isabella armer sa jambe, prête à décocher un coup de pied non seulement dans les pierres, mais dans les mains sans défense de son fils. Mais le coup n'atteignit jamais sa destination. Comme un éclair, une silhouette se jeta hors de l'ombre de la cuisine. C'était Sofia. La gouvernante, avec ses 60 ans et ses genoux douloureux, se jeta entre la femme et l'enfant avec une vitesse défiant la physique, utilisant son propre corps comme bouclier humain. Le coup de pied d'Isabella la frappa à la hanche, la faisant tressaillir de douleur, mais Sofia ne bougea pas d'un millimètre, plantant ses pieds au sol comme des racines de chêne. « Arrêtez !» cria Sofia, la voix qui ne tremblait plus, mais résonnait puissante comme une sentence divine. Elle saisit le poignet d'Isabella avec une force surprenante, bloquant sa tentative de frapper encore. « Il ne fait de mal à personne, madame. C'est sa voix, c'est sa façon de nous parler, et vous la piétinez comme si c'était des ordures. » Alessandro, caché derrière le rideau, sentit les larmes lui piquer les yeux. Dans ce geste de protection féroce, il vit tout l'amour que lui, le père, avait échoué à donner. Il vit qui était la véritable mère de cette maison. Isabella, hors d'elle de rage d'avoir été touchée par la domesticité, tira sur son bras en essayant de se libérer. « Enlève tes mains de moi, vieille folle. Comment oses-tu? Quand Alessandro reviendra, je te ferai virer à coups de pied, toi et ce petit monstre attardé, » hurla-t-elle, révélant enfin la nature monstrueuse qu'elle avait si bien cachée sous des couches de maquillage et de bonnes manières. « Il doit apprendre à être normal. Je ne passerai pas ma vie à ramasser des cailloux pour un idiot. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, venimeux et définitifs, marquant le point de non-retour. Sofia ne recula pas. Elle regarda la femme dans les yeux avec une dignité royale qu'aucune richesse ne pouvait acheter. « Non », répondit-elle calmement, serrant encore plus fort le bras de la mondaine. « C'est vous qui devez apprendre. Vous devez apprendre à voir un enfant, pas un problème à résoudre. Si vous n'avez pas le cœur pour comprendre ça, alors, cette maison est trop grande pour votre petite âme. » Ce fut à cet instant précis qu'Alessandro décida de sortir de l'ombre. Non pas comme l'architecte célèbre, non pas comme le fiancé amoureux, mais comme un père qui venait de se réveiller d'un long cauchemar. Le bruit des pas d'Alessandro sur le gravier fit se retourner Isabella brusquement. Son visage changea instantanément d'expression, passant de la fureur à la victimisation en une fraction de seconde. « Alessandro, chéri, Dieu merci, tu es... » « Là !» cria-t-elle, courant vers lui les bras ouverts, feignant de pleurer.
C'était terrible. Sofia est devenue folle. Elle m'a agressé. Regarde ce qu'elle m'a fait au bras. Et Léo est hors de contrôle. J'essayais juste de me défendre. Son jeu d'actrice était digne d'un Oscar, mais cette fois le public n'applaudissait pas. Alessandro ne la regarda même pas. Il la dépassa comme si elle était faite de fumée, ignorant ses bras tendus, et alla droit vers l'endroit où Sofia protégeait encore Léo. Il s'agenouilla lentement sur les pierres, sans dire un mot. Il n'essaya pas d'embrasser Léo, sachant que le contact physique l'effraierait à ce moment-là. Au lieu de cela, avec une délicatesse infinie, il prit un galet qui avait roulé au loin et le tendit à son fils, le posant exactement là où il devait être dans la file. Léo cessa de pleurer, leva ses yeux gonflés vers son père et, pour la première fois depuis des mois, la terreur dans ses yeux se transforma en reconnaissance. Isabella resta pétrifiée, comprenant que le vent avait tourné. « Alessandro, mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit? Cette femme a mis les mains sur moi !» insista-t-elle, la voix commençant à se briser sous la panique. Alessandro se releva lentement, époussetant la poussière de son pantalon et se tourna enfin vers elle. Son regard était si froid et tranchant qu'Isabella fit un pas involontaire en arrière. « J'ai tout entendu, Isabella, » dit-il avec un calme terrifiant. « J'ai entendu ton coup de fil où tu disais que mon fils détruisait la maison, et j'ai vu la réalité. » Il fit un pas vers elle, la forçant à reculer vers la sortie. « Tu as dit que Léo était hors de contrôle, » continua Alessandro, désignant l'enfant qui jouait maintenant tranquillement grâce à la présence de Sofia. « Mais regarde autour de toi. La seule personne hors de contrôle dans cette maison, c'est toi. » Isabella tenta d'ouvrir la bouche, mais il la fit taire d'un geste sec de la main. « Sofia a raison, c'est la maison de Léo. C'est son sanctuaire. Et il n'y a plus de place, pas même 1 centimètre, pour ceux qui ne parviennent pas à entendre sa voix ou à respecter son existence. « Tu me chasses? À cause d'eux ?» hurla Isabella, jetant définitivement le masque. « Pour un enfant défectueux et une servante ignorante, tu as besoin de moi, Alessandro. Sans moi, tu deviendras la risée de la société avec ce fils estropié. » La laideur de ces mots confirma chaque soupçon, chaque doute qu'Alessandro avait réprimé. « Pars, dit-il, la voix basse mais définitive comme une sentence. « Prends tes affaires et disparais de nos vies. Maintenant, avant que j'appelle la police pour maltraitance sur mineur. » Isabella regarda l'homme qu'elle croyait tenir dans sa main, puis regarda Sofia qui la fixait avec un air de défi et finit par cracher par terre avec mépris. Elle tourna les talons et marcha vers la maison pour faire ses valises, vaincue non par la violence, mais par la force, silencieuse de la vérité. Alors que la porte claquait derrière elle, un sentiment de paix commença à descendre à nouveau sur le patio, comme si l'air lui-même avait été purifié d'un poison toxique. Alessandro se tourna vers Sofia, ses yeux pleins de larmes et d'une gratitude qu'aucun mot ne pourrait jamais exprimer complètement. « Cette histoire vous plaît-elle? Votre « j'aime » nous aide énormément à continuer de créer des contenus comme celui-ci. Laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer le final émouvant qui arrive. Maintenant, retournons à la vidéo pour voir comment renaît cette famille. Alessandro resta là, debout dans le jardin qu'il avait conçu mais jamais vraiment vécu, regardant les 2 personnes qui avaient sauvé son humanité. Il avait construit des maisons toute sa vie, se souciant des fondations et des matériaux, mais il avait oublié que le vrai foyer n'est pas fait de briques, mais de compréhension et de protection. Sofia se massait la hanche, douloureuse mais souriait à Léo. C'était fini, le monstre avait été chassé. Mais le vrai défi, celui de reconstruire le cœur de son fils et de se pardonner sa propre cécité, venait à peine de commencer, et il savait qu'il ne pourrait pas le faire seul. 12 mois étaient passés comme un souffle de vent doux sur les collines toscanes, emportant avec lui les dernières traces de l'hiver émotionnel qui avait failli détruire la maison Moretti. Le vieux patio en terre cuite, autrefois théâtre de cruauté et d'incompréhension, avait disparu, transformé en quelque chose de magnifique et unique au monde, un jardin sensoriel. Là où il n'y avait auparavant qu'un ordre stérile, poussait maintenant de la lavande parfumée, des fontaines qui murmuraient une eau cristalline et des parcours tactiles faits d'écorce, de sable et bien sûr de galets lisses de rivière. Ce n'était plus la villa d'un architecte obsédé par l'apparence, mais le royaume magique d'un enfant qui avait enfin trouvé sa place dans le monde. Alessandro était agenouillé dans la terre, les manches de sa chemise en lin relevées jusqu'au coude, sale de boue et heureux comme il ne l'avait jamais été en 40 ans de carrière.
Il ne dessinait pas de gratte-ciel pour des clients milliardaires, il aidait Léo à construire une mosaïque complexe en spirale au centre du jardin. Le père avait appris une leçon fondamentale. Il ne devait pas forcer Léo à entrer dans son monde, mais il devait avoir l'humilité d'entrer, lui, dans le monde de son fils. Chaque pierre posée était un mot dans un dialogue silencieux, une conversation faite de patience et de présence qui valait plus que 1000 discours vides. Léo, qui un an plus tôt se cachait sous les tables par peur, travaillait maintenant avec une concentration sereine, le soleil faisant briller ses cheveux châtains. Il n'était pas guéri, car l'autisme n'est pas une maladie dont on guérit, mais il s'était épanoui. Ses mains, autrefois agitées par l'anxiété, bougeaient maintenant avec la grâce d'un petit artiste, sélectionnant formes et couleurs, avec une précision qu'Alessandro admirait profondément. Quand quelque chose n'allait pas, il ne hurlait plus. Il cherchait le regard de son père, sachant qu'il y trouverait de la compréhension et non du jugement. Un port sûr où les tempêtes ne pouvaient pas entrer. De la porte de la cuisine, Sofia observait la scène avec un plateau de limonade fraîche entre les mains, le cœur comblé d'une joie tiède et rassurante. Elle n'était plus seulement la gouvernante, elle était devenue le pilier silencieux sur lequel cette nouvelle famille s'était reconstruite. Ses cheveux étaient un peu plus blancs, mais ses yeux brillaient d'une lumière juvénile. Elle avait tout risqué ce jour-là pour défendre l'indéfensable, et le destin l'avait récompensée non pas avec de l'argent, mais avec du respect et de l'amour. Alessandro se tourna vers elle, et dans leur échange de regards, il n'y avait plus la distance entre patron et servante, mais la profonde complicité de deux parents partageant la fierté pour un fils aimé. Alessandro se leva, s'essuyant les mains, et alla à la rencontre de Sofia pour l'aider avec le plateau, un geste de gentillesse qui était désormais devenu naturel entre eux. « Regardez ce qu'il a fait aujourd'hui », chuchota Alessandro, désignant la spirale de pierre qui brillait sous le soleil de l'après-midi. « C'est parfait, Sofia. Vous aviez raison depuis le début. Il y avait de la beauté dans son chaos. C'était moi qui étais trop aveugle pour la voir. » Sofia sourit, posant une main rassurante sur le bras de l'homme. « Il n'est jamais trop tard pour apprendre à voir, monsieur Alessandro. L'important est que maintenant vos yeux soient ouverts. » Dans ce moment de quiétude, il se produisit quelque chose d'extraordinaire. Léo se leva de son travail, serrant quelque chose dans son poing fermé, et trottina vers eux. Il n'alla pas vers son père, mais s'arrêta devant Sofia. Avec une solennité cérémonieuse, il ouvrit sa petite main et lui tendit une pierre. C'était un morceau de quartz blanc, poli et parfait, la pièce la plus belle et précieuse de toute sa collection, celle qu'il gardait toujours pour lui comme un trésor. Pour un enfant qui communiquait à travers les objets, ce n'était pas juste un caillou, c'était son cœur. Sofia porta la main à sa bouche, émue aux larmes, comprenant immédiatement la grandeur de ce geste. Elle s'agenouilla pour être à la hauteur des yeux de Léo et accepta le don avec des mains tremblantes, comme s'il lui avait offert un diamant rare. « Merci Léo », murmura-t-elle d'une voix brisée par l'émotion. L'enfant ne dit rien, mais esquissa un sourire timide, un rayon de soleil qui illumina son visage sérieux avant de retourner en courant à ses mosaïques. « Il vient de te dire « je t'aime », dit Alessandro, la voix rauque d'émotion, comprenant enfin la langue secrète de son fils. Alors que le soleil se couchait derrière les collines, teignant le ciel de violette et d'orange, les trois restèrent là, unis par des fils invisibles mais indestructibles. Isabella et son monde de plastique étaient désormais un souvenir effacé, un cauchemar lointain qui n'avait plus de pouvoir sur eux. Ils avaient découvert que la vraie famille n'est pas définie par le sang ou par des certificats de mariage, mais par ceux qui sont prêts à se battre pour vous quand vous êtes vulnérable, par ceux qui écoutent votre voix, même quand vous n'utilisez pas de mots. L'amour vrai, celui qui protège et soigne, était devenu le traducteur universel qui avait abattu tous les murs. La maison à la campagne avait recommencé à respirer, non plus comme un sanctuaire de perfection esthétique, mais comme un vrai foyer, désordonné et plein de vie. Alessandro regarda son fils jouer, puis regarda la femme qui lui avait appris à être père. Il savait que la route serait encore longue et pleine de défis, mais pour la première fois de sa vie, il n'avait pas peur. Il avait appris que l'ordre le plus beau n'est pas celui imposé par la force, mais celui qui naît spontanément de l'acceptation et de l'amour inconditionnel. Et dans ce jardin de pierres et de fleurs, enfin, régnait la paix. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage émouvant. Maintenant, je veux vous le demander le cœur sur la main.
Selon vous, Alessandro a-t-il bien fait de chasser Isabella ainsi du jour au lendemain, ou aurait-il dû lui donner une seconde chance? Et vous, auriez-vous eu le courage de Sofia de défendre un enfant contre tout et tous? Si cette histoire vous a touché l'âme et que vous croyez que l'amour vrai trouve toujours le chemin pour triompher, laissez un like géant à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires « La justice a vaincu » si vous êtes heureux pour le petit Léo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour écouter d'autres histoires de vie, de courage et de rédemption. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine émotion.